Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intersectionnalité de la théorie du genre et des luttes des classes. Alors, sans tourner autour du pot et pour aller droit au but, pour moi, l'intersectionnalité est une plaie. C'est une plaie en ce qu'elle apporte plus de négatif que de positif. C'est mon avis, je vais essayer de le démontrer à travers cette vidéo. Alors pour faire simple, l'intersectionnalité c'est quoi? C'est une théorie qui a émergé, ou en tout cas qui a été très mise en avant depuis les années 80 à travers les analyses et la théorie de Kimberlé Crenshaw. D'autres évidemment ont poursuivi son travail à travers le temps et elle a subi plusieurs mutations, plusieurs différenciations à travers le temps. C'est qu'on a eu d'un côté la théorie du genre qui s'est installée et on a eu également aujourd'hui le wokisme qui est très présent depuis quelques années, peut-être 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, en substance, que nous dit l'intersectionnalité? Elle nous dit qu'il y a du racisme. Il y a du racisme qui existe, notamment à travers des minorités, comme les Noirs, etc. Mais elle nous dit, attention, ce racisme ne suffit pas, il y a d'autres couches de racisme qui peuvent venir s'additionner. Je vous donne un exemple. Si on prend aux États-Unis un homme noir pauvre, eh bien, selon les théories intersectionnelles, il subirait deux oppressions, deux discriminations. La première, c'est parce qu'il est pauvre, et la deuxième, c'est parce qu'il est noir. Un autre exemple, si on prend toujours aux États-Unis une femme noire américaine pauvre, eh bien, selon les théories intersectionnelles, elle subirait trois oppressions. Tout d'abord parce qu'elle est pauvre, deuxièmement parce qu'elle est noire, et enfin parce que c'est une femme. Et à travers cela, vous comprenez qu'on est dans une logique d'addition, de superposition, de discrimination et de racisme. Alors, de manière générale, évidemment, il serait ridicule de nier ce racisme. On sait très bien que du racisme existe. On sait qu'il y a du racisme qui existe, qui n'est pas toujours systémique, mais qui peut toucher différentes strates de la société. Par exemple, aux États-Unis, on sait qu'évidemment, il y a du racisme et on sait qu'il y a des discriminations entre les Blancs et les Noirs. Même si, il faut le reconnaître, les États-Unis ont fait beaucoup d'efforts depuis les années 40. Ils ont même eu un président noir. On voit aujourd'hui tous les rappeurs noirs qui sont promus, mis en avant, qui sont invités partout, qui sont extrêmement respectés, voire vénérés et qui brassent des milliards de dollars. Donc oui, le racisme existe. Oui, le racisme existe aux États-Unis, bien évidemment, même si, il faut le reconnaître, les États-Unis ont fait des progrès énormes à ce niveau-là, notamment au niveau de leur conception du monde. Cela dit, là où pour moi l'intersectionnalité revêt des limites importantes, c'est dans son analyse du capital. Tout simplement parce que, premièrement, elle nous dit que une personne noire pourrait être solidaire d'une autre personne noire, tout simplement parce que toutes les deux ont la même couleur de peau. Par exemple, si on prend un milliardaire noir américain, par exemple un rappeur, eh bien il devrait, selon les lois intersectionnelles, se sentir solidaire d'un noir pauvre du ghetto sous prétexte qu'ils sont noirs et qu'ils subiraient la même oppression. Mais moi je pose la question, est-ce que vous pensez réellement qu'un noir américain milliardaire subirait du racisme de la même manière qu'un noir pauvre du ghetto? Évidemment qu'on voit que c'est un petit peu fantasmé et qu'en réalité, ce qui est décisif, c'est la détention du capital, c'est l'argent. Je veux dire, en quoi est-ce qu'un Puff Daddy, multimilliardaire, subirait le même racisme qu'un pauvre noir du ghetto qui cherche du travail dans son quartier? Et donc à travers ça, j'ai l'impression que c'est une espèce de réhabilitation du racisme, de la couleur de peau, de la conception du communautarisme dans tout ce qu'il a de plus néfaste, c'est-à-dire on est ensemble juste parce qu'on est noir, en négligeant complètement le capital. Et donc à partir de là, je vais sortir ma grille marxiste. Ma grille marxiste, si je la superpose sur cette analyse, je remarque qu'en fait l'intersectionnalité, elle réduit, voire efface complètement la lutte des classes, elle atrophie les luttes des classes. Parce qu'au lieu de faire taper un pauvre noir sur un riche noir qui pourrait l'opprimer parce qu'il détient le capital, il détient les productions et s'enrichit à certaines mesures, à certains égards sur son dos, eh bien non, on va faire taper le noir pauvre sur le blanc pauvre qui tous les deux subissent objectivement une oppression à travers le capital. Mais ça évidemment on va négliger. C'est pour ça qu'en cela, pour moi, l'intersectionnalité à certains égards, elle atrophie les luttes des classes et elle dirige le combat vers un combat qui est plutôt raciste, tribal, plutôt que sur le véritable combat qui est prioritaire, qui est celui de la lutte des classes. Et en cela, au lieu de garder une verticalité des luttes des classes, c'est-à-dire des ouvriers
qui ont la même classe sociale objectivement et qui se sentent solidaires par rapport à ça, qui revendiquent plus d'égalité au niveau du capital et qui luttent symboliquement ou réellement contre des vraies personnes qui détiennent le pouvoir, peu importe la couleur de peau, eh bien non, on va faire taper des pauvres entre eux et en cela on va horizontaliser les luttes et on va par définition atrophier les luttes des classes. Et en plus de ça, je remarque que en conséquence, il y aura une essentialisation du blanc qu'on va qualifier de raciste. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Parce qu'on va créer des antagonismes. C'est-à-dire que la femme, elle est discriminée par qui? Par l'homme. Le noir, il est discriminé par qui? Par le blanc. Et donc, on va essentialiser le blanc comme étant un persécuteur, un raciste, simplement parce qu'il est blanc. Alors qu'il peut vous jurer qu'il n'est pas raciste. On va lui dire, oui, on te croit, ok, tu n'es pas raciste, mais au fond de toi, tu es quand même raciste, mais tu ne le sais pas encore. Et donc, selon moi, cette intersectionnalité, en réalité, elle atrophie les luttes des classes, elle horizontalise les luttes et elle empêche une véritable verticalisation des luttes et une conception de classe qui est cohérente. Parce qu'en réalité, quel est le lien social commun entre un riche noir américain et un pauvre noir américain du ghetto? Qu'est-ce qu'ils ont en commun si ce n'est la couleur de peau et le fait que ce sont tous les deux des hommes? Ils n'ont absolument rien en commun. Ils sont tous les deux traversés par des classes sociales différentes. Il y en a un qui est milliardaire, qui a d'office beaucoup de gens à son service, qui est extrêmement haut dans la hiérarchie, alors que le pauvre noir américain, lui, il subit quasiment toutes les oppressions. Et donc, ça ne peut pas être une réelle lutte des classes sociales qui est réellement fonctionnelle, tout simplement parce que un noir pauvre n'est pas le même au niveau social qu'un noir riche. Et la même chose, la femme n'est pas une catégorie sociale non plus, même si elle a la même couleur de peau, parce que les femmes sont elles-mêmes traversées par des classes sociales différentes. Donc ce n'est pas une lutte qui est cohérente d'un point de vue marxiste. À partir de là, si j'utilise cette théorie intersectionnelle comme tremplin, je comprends qu'en réalité, l'oligarchie, qui existe factuellement, que je peux définir comme étant un ensemble de groupuscules, d'organismes qui passent par le pouvoir de la banque, par le pouvoir des assurances, par certains grands lobbies industriels, notamment de l'armement, de l'énergie atomique, etc., qui ont peu ou prou des intérêts communs et qui convergent vers plutôt, même si c'est assez simplificateur et c'est plus nuancé que ça, ce n'est pas un vrai bloc monolithique, mais c'est quand même des gens qui ont des intérêts communs. On le voit à travers le lobby WASP, qui est lui-même traversé par différentes classes sociales, mais globalement, ces milliardaires ont plus ou moins les mêmes intérêts. On le voit aussi à travers l'AIPAC, qui se revendique comme étant pro-israélienne, pro-juive et pro-sioniste. Ce sont eux qui se caractérisent et qui se définissent comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Et donc on voit que cette oligarchie qui détient les moyens de production, qui détient les clés du pouvoir, qui détient le véritable capital, peut parfois avoir des intérêts communs et peut promouvoir tantôt des gens de gauche, je simplifie, je caricature, tantôt des gens de droite, pour au final garder la main sur le capital. Et j'ai l'impression que cette intersectionnalité n'a pas été réellement combattue par le pouvoir. Je veux dire, quand on regarde les gilets jaunes, il y a eu des personnes qui ont été tabassées, des personnes qui ont fini à l'hôpital et qui ont pris 25-30 jours d'ITT, il y a des personnes à qui on a arraché les mains, il y a des personnes qui ont été éborgnées. Donc on voyait une réelle répression du pouvoir, parce que ça représentait un mouvement qui était difficilement catalogable, qui était difficilement catégorisé et qui représentait une véritable menace pour le capital. Alors que l'intersectionnalité, je n'ai pas l'impression qu'elle soit férocement combattue par l'État qui est au pouvoir. Au contraire, on la promeut de temps en temps, on les voit dans tous les journaux, elles sont invitées dans tous les plateaux, sur YouTube il n'y a pas de censure, etc. Et donc, on remarque qu'ils sont plutôt promus. Et lorsque cette promotion devient un peu gênante pour le capital, à certains égards, eh bien le capital va intelligemment promouvoir des gens qui sont plutôt opposés dans la vision du monde, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt traditionnalistes, conservateurs, voire réactionnaires. On le voit avec Jordan Peterson, etc. Et dans une logique de conservation du pouvoir, on voit que l'oligarchie en place, l'État profond en place, a des mains dans les médias bien évidemment, a les moyens pécuniaires pour faire valoir sa position, va tantôt promouvoir des gens de gauche, tantôt promouvoir des gens de droite, tout ça pour garder une espèce de contrôle de la société. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale.
Et à partir de là, je terminerai en faisant un clin d'œil à un de mes amis avec qui j'ai eu cette discussion et qui est partiellement d'accord avec moi, mais qui ajoute une nuance que je trouve intéressante et qui dit en réalité, quand on regarde l'ère du temps, qui est plutôt dans la bien-pensance, dans le politiquement correct, eh bien, cette intersectionnalité serait une espèce de circonstance aggravante qui viendrait s'ajouter à des éléments de racisme. Donc oui, tu as été raciste, mais en plus tu as été raciste contre une femme. Qui plus est, elle est pauvre. Et donc, on voit que c'est une espèce de cumul de strates et, comme il le dit très bien, une circonstance aggravante qui vient ajouter du malheur aux gens et qui vient renforcer cette position victimaire, comme il le dit bien. Et donc, à partir de là, selon moi, non seulement cette intersectionnalité fait du tort à la vraie lutte des classes, en ce qu'elle horizontalise les luttes alors qu'il faudrait peut-être mieux les verticaliser, mais en plus de ça, elle crée des espèces d'antagonismes qui n'ont aucun fondement parce qu'eux-mêmes sont traversés par des classes sociales différentes. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.